Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence exceptionnelle. Alors les problèmes de la prostate, c'est un sujet qui empoisonne la vie de nombreux hommes. Je sais que vous êtes des milliers ce soir à nous regarder. Alors on va aborder bien sûr le fonctionnement de cette petite glande masculine et de son importance pour l'organisme, mais surtout on va parler solutions naturelles. On va parler des options qui sont possibles et qui offrent des perspectives intéressantes et respectueuses surtout du confort de vie des hommes. La plupart de ces solutions sont méconnues chez nous en France, elles sont utilisées à l'étranger et toutes, en tout cas, sont scientifiquement prouvées. On va aborder ensemble 3 axes: nutrition, mode de vie et sexualité. Et pour traiter ce sujet masculin par excellence, j'ai décidé d'inviter un homme. Il s'agit d'un docteur. Il n'a pas pu venir avec nous physiquement sur le plateau, il est à distance. Il s'agit d'Antoine Demonceau. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Bon, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous présenter brièvement, même si de nombreux lecteurs vous connaissent déjà. Alors, vous êtes médecin, vous êtes homéopathe depuis plus de 30 ans, je crois. Vous êtes aussi auteur de nombreux livres, dont le dernier figure juste derrière vous. Je vous laisse vous le présenter peut-être. Oui, en fait, c'est un petit livre qui est tout à fait intéressant pour toute la famille. C'est un petit livre qu'on peut emmener dans sa poche en vacances et qui donne des conseils pour toutes les petites pathologies du quotidien. C'est le petit abécédaire de l'homéopathie. Voilà, c'est ça. Alors, on ne va pas parler beaucoup, quoique, d'homéopathie ce soir. On va parler évidemment des problèmes de la prostate qui empoisonnent la vie de nombreux hommes. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on va démarrer par une petite vidéo de ce que c'est que la prostate, de son fonctionnement et de son rôle dans l'organisme. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo dès maintenant. La prostate est une petite glande à peine plus grosse qu'une châtaigne, située sous la vessie. Sa fonction principale est de sécréter une partie du liquide séminal, l'un des constituants essentiels du sperme, et de le stocker. Ce liquide a également pour fonction d'empêcher la coagulation du sperme. Vers 50 ans, la prostate gonfle parfois exagérément. En grossissant, elle étrangle l'urètre, le canal par lequel sont évacués l'urine et le sperme. Mais en grossissant, elle exerce aussi une forte pression sur la vessie, qui va alors se remplir plus vite. Vos envies d'aller aux toilettes deviennent plus fréquentes. Passé 50 ans, le risque de développer un cancer de la prostate est également plus important. Le cancer de la prostate, c'est aujourd'hui un quart des cancers masculins. Alors, la vidéo vient de se terminer sur le sujet du cancer. Nous allons aborder ce sujet épineux un peu plus tard. En attendant, Antoine, est-ce que vous pouvez nous apporter votre éclairage sur l'importance de la prostate dans la vie d'un homme? Bah, écoutez, Laurent, la prostate, en fait, a deux pôles d'activité vraiment très, très importants. Le premier concerne la fertilité, puisque la prostate sécrète un liquide, le liquide prostatique, qui permet à la fois de fluidifier le sperme et donc lui permettre au spermatozoïde de se propager plus facilement et qui neutralise l'acidité naturelle vaginale, qui est une acidité qui défend en fait la paroi vaginale contre les infections, mais cette acidité risquerait d'être trop agressive pour les spermatozoïdes, donc du coup, ça neutralise cette acidité. Mais la prostate, ça a aussi un effet extrêmement important dans la sexualité, puisque c'est au niveau de la prostate que se fait l'éjaculation. Et vous voyez que donc, dans la vie de l'homme, la prostate, ça joue un rôle vraiment très, très important. D'accord. Alors, j'ai lu quelque part quelque chose d'inquiétant, en fait. 50% des hommes de plus de 60 ans souffriraient d'un adénome de la prostate et que la statistique est même beaucoup plus inquiétante. Lorsqu'on a passé les 80 ans, ça serait 90% des hommes qui souffriraient d'un adénome. Alors, ma question est simple. Pourquoi comment fonctionne ce grossissement en fait de la prostate? Est-ce que moi, par exemple, moi, Laurent Tessier, je suis condamné, moi aussi, à voir ma prostate grossir? Alors, oui, oui, certainement, Laurent, certainement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, on n'est pas tous égaux par rapport à ce grossissement, à cette hypertrophie de la prostate. Hypertrophie, c'est un mot qu'on utilisera beaucoup, qui est en fait en lien avec le grossissement de la prostate. Alors, oui, tout le monde, à partir de la vingtaine, à peu près, a une prostate qui grossit tranquillement, mais surtout après la cinquantaine, pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'on a une
un produit qui s'appelle la 5-alpha-réductase qui transforme la testostérone dans une autre hormone qui est la dihydrotestostérone. C'est l'hormone qui est utilisée par l'organisme pour un certain nombre de fonctions. C'est l'hormone sexuelle de l'homme. Et cette dihydrotestostérone, en fait, provoque un gonflement des cellules de la prostate. Donc, au fur et à mesure de la vie, l'accumulation de dihydrotestostérone va faire en sorte que la prostate augmente. Ça, c'est le premier point. Mais il y a aussi des facteurs favorisants, notamment l'oxydation des cellules. L'oxydation, c'est en fait ce qui se passe quand les cellules sont enflammées. Et on sait qu'au cours de la vie, il y a des tas de facteurs, et on en parlera, qui peuvent favoriser l'inflammation des cellules, qui vont augmenter cette hypertrophie de la prostate. Et puis un dernier point qui est très important aussi, c'est l'acidité globale de l'organisme. Et ça, c'est souvent en lien avec du stress. Donc on verra que, en fait, dans la prostate, vous avez un facteur qui est quasiment irrépressible, qui est génétique, on va dire, qui est cette fameuse dihydrotestostérone. Et puis il y a des tas de facteurs sur lesquels on peut jouer, qui sont des facteurs qui sont en lien avec notre mode de vie. Et on sait aujourd'hui que le mode de vie de la société actuelle est quand même très pro-inflammatoire, pro-oxydant, et donc va aggraver le phénomène. D'accord. Alors je crois que nos auditeurs auront déjà remarqué qu'on a employé déjà deux mots. Moi j'ai utilisé le mot adénome, vous plutôt le mot hypertrophie. Il y a une différence entre ces deux mots, Antoine? Alors c'est exactement la même chose. La chose qu'on va retenir, en tout cas dans le fil rouge de notre intervention de ce soir, c'est qu'il faut distinguer d'une façon radicale l'adénome qu'on appelle hypertrophie et le cancer. Très bien. Alors, on va rester un petit peu sur l'adénome ou sur l'hypertrophie. L'une des conséquences directes de ce phénomène, Antoine, c'est notamment une espèce d'incontinence et d'inconfort urinaire, l'envie de faire pipi, d'uriner beaucoup plus souvent que normalement. On a reçu plein de témoignages au cours des derniers jours de lecteurs qui vont dans ce sens. Par exemple, celui d'André. Il s'avère que depuis 6 mois, 1 an, ma prostate a atteint le poids de 200 grammes, ce qui est énorme. J'ai fait un blocage urinaire. Il y a 1 mois, j'ai uriné du sang pendant 15 jours. Bertrand, lui, nous pose plutôt une question. Est-ce que les fuites urinaires durent longtemps et au bout de combien de temps ça va redevenir normal? Marcel, qui s'inquiète. Je suis dubitatif, je me demande si sans IRM ni toucher rectal, il est possible d'être rassuré. Bref, tout cela m'amène à une question. Qu'est-ce que peuvent espérer ces trois hommes, donc André, Bertrand, Marcel? Quelles sont les solutions déjà que la médecine classique propose? Alors Laurent, la question que vous posez est plus complexe qu'on ne le pense. Parce que sur ces 3 cas, il y a des choses différentes. André a uriné du sang, ça nécessite une consultation. Ça, déjà, vous voyez que dans la prostate, il y a quand même aussi, je dois consulter s'il y a des symptômes qui pourraient éventuellement être peut-être un peu inquiétants. Ensuite, Bertrand pose la question des fuites urinaires. On en parlera, on en reparlera. Et puis, Marcel dit, voilà, est-ce que je peux... sans IRM, sans toucher rectal, etc., savoir où j'en suis. Vous voyez que ça, c'est des questions qui sont extrêmement importantes pour lesquelles on aura des réponses tout au long de cette soirée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, ce que l'a dit Laurent tout à l'heure, c'est que à partir de 20 ans, la prostate grossit. À 80 ans, 90% des hommes ont une grosse prostate. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on est de toute façon pas tous égaux là-dessus et que il y aura aussi des hommes qui auront des grosses prostates sans symptômes et des hommes qui auront des prostates moins importantes avec des symptômes. Tout ça pour une raison qui est probablement anatomique, c'est-à-dire que si la prostate grossit sur les côtés, elle va moins bloquer en fait la sortie urinaire, donc il y aura moins de symptômes. Et si elle grossit au milieu, il y aura beaucoup plus de symptômes. Vous voyez, tout ça, c'est des choses extrêmement intéressantes qu'on verra par la suite. Alors aujourd'hui, vous avez 2 médicaments dans la médecine conventionnelle, les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, c'est-à-dire en fait un médicament qui va bloquer cette fameuse enzyme qui transforme la testostérone en dihydrotestostérone. Je rappelle, dihydrotestostérone, c'est ce qui fait gonfler les cellules prostatiques. Bon, ça, c'est un traitement qui a une action sur le volume de la prostate. Et on verra que en fait, son action est assez longue. Et puis, ce qu'on appelle les alpha-bloquants qui agissent plutôt plus sur le sphincter, c'est-à-dire que ça débloque la situation, on va appeler ça comme ça améliore la miction, c'est très rapide,
mais ça n'agit pas sur le volume. Donc vous voyez qu'en gros, assez souvent, quand on a un gros volume et des gènes, on est souvent obligé de mettre ces deux médicaments ensemble. D'accord. Et alors, ce sont des médicaments, est-ce qu'il y a des effets secondaires et quels sont-ils? Alors, moi, personnellement, je connais très peu de médicaments qui n'ont pas d'effet secondaire. Vous savez, il y a un pharmacologue qui a dit un médicament qui n'a pas d'effet secondaire, il ne peut pas être efficace. C'est la règle aujourd'hui. Donc, évidemment, il y a des effets secondaires. Ces deux médicaments ont en commun, si vous voulez, d'avoir, d'abord, pour ce qui est des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, qui réduisent le volume, c'est long. Il faut attendre entre 4 à 6 mois, voire un peu plus, avant qu'il y ait des effets. Donc, c'est déjà assez long. Les alpha-bouclans sont Un effet plus pour rapides, réduire la taille de la prostate. Il faut attendre ça agit sur plus le de 6 mois. volume. Ça D'accord. agit sur le volume, c'est-à-dire que ça réduit le volume de la prostate. Ça ne réduit pas toujours les symptômes de difficulté de miction, etc. Ça réduit le volume. Donc, on a un effet sur le volume, on est content, mais c'est long. Et puis, les alpha-bloquants agissent rapidement, assez rapidement sur la miction, mais il y a beaucoup de phénomènes d'échappement, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ils ne sont plus efficaces. C'est pour ça qu'on est souvent obligé de mettre les deux. Mais ces deux médicaments ont un effet rédhibitoire très important sur la libido, et ça, c'est quand même pas négligeable. Ça veut dire que ça diminue considérablement la libido. Ah oui. Et pour ce qui est des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, ça peut provoquer ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde, c'est-à-dire une éjaculation qui se fait dans la vessie. C'est pas très grave, mais c'est quand même, d'un point de vue psychologique, très gênant. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux médicaments ont un effet limité dans le temps. L'organisme, en fait, va résister par rapport à ces traitements-là et ils vont perdre de leur efficacité. Alors, vous avez précisé, Antoine, à plusieurs reprises le mot miction. Je l'explique rapidement pour les lecteurs qui ne le connaîtraient pas. Il s'agit tout simplement de la fonction d'uriner. C'est probablement comme ça que votre médecin, votre urologue vous parlera lorsque vous serez en face de lui. Donc la miction, c'est aller aux toilettes pour faire pipi. Alors Antoine, vous nous avez parlé des deux principaux médicaments qui permettent d'agir sur l'adénome de la prostate. Nos lecteurs sont également ici pour entendre parler des techniques naturelles qui permettent d'agir. On va y revenir dans quelques instants, si vous voulez bien. En attendant, je voudrais qu'on parle des autres approches conventionnelles. Il y a la chirurgie, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, Laurent. En fait, ce qui s'est passé pendant de nombreuses années, c'est que la chirurgie était radicale. Les urologues pensaient que pour traiter d'une façon définitive le problème de l'adénome, il suffisait de retirer la prostate. Donc cette chirurgie radicale est fort heureusement aujourd'hui beaucoup, beaucoup moins fréquente parce qu'elle amenait à des effets secondaires qui étaient quand même redoutables, vraiment très, très importants, notamment en termes de fuite urinaire, en termes de suite opératoire, tout simplement. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est un peu plus simple. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle une résection endoscopique de la prostate, c'est-à-dire qu'en fait, on fait des copeaux en passant un appareil directement au niveau du pénis et on fait des copeaux. Donc, c'est moins traumatique que l'opération radicale de la prostate, mais quand même, on a des effets secondaires comme une éjaculation rétrograde au moment de l'acte sexuel, c'est quand même gênant, c'est pas très grave, mais c'est gênant. Il y a toujours des troubles urinaires de l'incontinence qui peut durer longtemps. Alors, c'est très variable en fonction de chacun. On peut aussi avoir des problèmes de suite avec cet endoscope d'un urètre qui peut se fibroser un petit peu, qui peut se rétrécir. Après, il faut sonder, etc. C'est quand même gênant. Et puis, quand on fait une simple résection, les copeaux dont je vous ai parlé, on peut avoir une repousse aussi du tissu prostatique et être obligé de recommencer l'intervention. Vous voyez que ce n'est pas neutre du tout. Alors, je voudrais maintenant, Antoine, qu'on parle du cancer de la prostate. J'ai lu que c'était le cancer le plus répandu chez les hommes. Il représenterait 25% des cancers masculins. Là aussi, j'ai reçu des témoignages très émouvants de lecteurs, que ce soit des lecteurs qui souffrent actuellement d'un cancer, ou d'autres à qui on a diagnostiqué un cancer mais avec une évolution assez lente. Alors ils sont partagés entre une espèce d'inquiétude et de choix à faire pour l'avenir. Je voudrais, avant d'aborder ces sujets très importants, même très sensibles, je voudrais qu'on parle des diagnostics, des examens de contrôle. Il y en a deux, je crois.
mais vous allez préciser ça, Antoine. Il y a le toucher rectal, il y a le dosage du taux PSA. Est-ce que vous pouvez me décrire ces deux méthodes? Quand est-ce qu'on les fait? Quand est-ce qu'on les prescrit? Et qu'est-ce qu'ils nous disent surtout? Alors, Laurent, ce qui est très important quand on parle de cancer, quel que soit le type de cancer, c'est qu'on se positionne en termes de prévention. C'est la prévention qui est intéressante. Donc, la prévention dans le cancer de la prostate, elle tient à deux choses. La première, c'est les examens qu'on peut faire pour notre prévention. En premier lieu, bien entendu, le toucher rectal, c'est un examen qui est extrêmement simple, qui est fait a priori, d'une façon générale, à partir de 50 ans, sauf si vous avez dans votre famille des antécédents d'un père ou d'un grand-père qui a eu un cancer de la prostate jeune, on va dire autour de la cinquantaine, donc pour le coup, on se mettra un petit peu avant. Toucher rectal, c'est très simple. Hein. On met un doigtier, on met une pommade pour lubrifier et avec le doigt, on peut aller examiner d'une façon très précise la prostate en intrarectal. C'est très simple à faire, c'est absolument pas douloureux et ça permet d'avoir, en avoir fait énormément, d'avoir une très très bonne idée de comment est cette prostate, si elle est grosse, si elle est petite, si elle est régulière, s'il y a des bosses, pas de bosses, etc., si elle est souple, si elle est dure. Et tout ça est extrêmement intéressant en termes de diagnostic. En plus de ce toucher rectal, on fait ce qu'on appelle le fameux taux de PSA. Mais on le fait quand il y a un problème, non? On fait le... Jusqu'à maintenant, on a utilisé pendant très longtemps le taux de PSA comme un moyen de dépistage, isolé. On dit voilà, on fait un taux de PSA tous les ans et on va savoir si j'ai un cancer de la prostate ou pas. Le problème, c'est que le taux de PSA, en fait, n'est pas spécifique du tout du cancer de la prostate. Il est spécifique soit d'une augmentation du volume de la prostate, puisqu'il est proportionnel au volume, soit, effectivement, il peut être augmenté en cas de cancer. Alors, bon, il y a quelques critères, si vous voulez. Quand le taux de PSA passe de 0 à 20 en 2 mois de temps, on peut avoir un doute quand même. On peut se poser des questions. Mais de toute façon, un taux de PSA isolé tout seul ne donnera jamais quoi que ce soit en termes d'idées sur ce qu'est un cancer de la prostate. Il faudra toujours qu'il soit corrélé avec un toucher rectal et des examens plus sophistiqués comme une échographie ou une IRM qui permettra d'en dire plus. Donc vous voyez que cette espèce d'habitude, une espèce de manie de doser le PSA fréquemment pour surveiller son risque de cancer de la prostate n'est pas forcément une bonne idée. D'autant plus que ça a donné lieu dans les années précédentes à des interventions intempestives, voire exagérées, simplement sur des taux de PSA. Bon, il est évident que maintenant, c'est beaucoup moins le cas parce que tout le monde réfléchit, tout le monde fait attention et qu'on ne fait plus d'intervention simplement sur un taux de PSA, bien sûr. Antoine, vous pouvez peut-être repréciser à nos lecteurs ce que c'est que le fameux PSA? Alors, le PSA a une histoire assez amusante. Le PSA, c'est un antigène qui est spécifique de la prostate. C'est pour ça que c'est intéressant parce qu'il va être surtout et essentiellement utilisé pour suivre l'évolution d'un cancer. Lorsque vous traitez un cancer de la prostate, le PSA, cet antigène spécifique, doit être à 0. Et du coup, il est à 0 quand on a traité un cancer de la prostate correctement. Et le fait de suivre l'évolution de ce PSA permet de savoir si le cancer est guéri ou pas guéri. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. En termes de prévention, c'est un peu plus complexe parce que, bon, en gros, un taux de PSA est normal en dessous de 4 ou 6, ça dépend des laboratoires. Donc, il faut voir la norme du laboratoire. Entre 4 et 6, il est normal. Je vous rappelle que s'il augmente d'une façon progressive, c'est absolument pas grave. C'est juste parce que la prostate grossit. S'il augmente d'une façon très brutale de 0 à 20, on se posera la question. Et à ce moment-là, on fera des examens complémentaires pour savoir si éventuellement il n'y aurait pas un petit début de cancer de la prostate. Juste un point très important qu'il faut spécifier, c'est que le cancer de la prostate, quoi qu'il arrive, est toujours un cancer d'évolution lente. Donc ça veut dire que même si on fait un dépistage, et tant mieux, précoce de ce cancer, on a de très très bonnes chances d'avoir un traitement simple. Alors on va revenir justement sur la vitesse du cancer de la prostate. Juste pour rester sur le dosage du taux de PSA, il est un peu volatile, j'ai l'impression, ce dosage, et que celui-ci n'est pas forcément un indicateur extrêmement pertinent
en fonction de sa situation personnelle, de ses activités, de son alimentation. Vous pouvez en parler de ce sujet? Alors, de toute façon, un taux de PSA, pour qu'il soit validé, si vous voulez, il doit y avoir un certain nombre de critères pour justement pas avoir de faux taux de PSA augmentés. D'accord. Déjà, le taux de PSA sera augmenté après un acte sexuel. Si vous faites beaucoup de vélo, ça peut jouer aussi. Il sera augmenté forcément après une biopsie, mais si on a une biopsie, c'est qu'on a déjà un doute au départ. En fait, si vous voulez, ce qui est important, c'est que ce taux de PSA, tout ce qui va toucher à la prostate, il sera augmenté après un toucher rectal aussi. Donc, on attendra plusieurs jours, on va attendre 10 à 15 jours C'est ça. après tout ce qui peut avoir mis en jeu la prostate pour avoir un taux de PSA qui soit un vrai taux de PSA et pas simplement un taux de PSA augmenté par une inflammation locale. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un conseil si après un taux de PSA anormal, un peu élevé, et qu'on nous diagnostique un cancer ou un début de cancer, c'est quoi le premier réflexe qu'il faut avoir pour un patient? Le premier réflexe, je vous l'ai dit, on est sur quelque chose de lent. Le premier réflexe, c'est déjà on ne se précipite pas. On fait pratiquer par un médecin à toucher rectal, qui est quand même un examen simple, sans danger. Ensuite, il faudra refaire ce PSA pour vérifier que ce n'est pas un mauvais résultat, un faux résultat ou un PSA qui est augmenté pour une raison XY. Donc, il faudra refaire un taux de PSA, il faudra faire un toucher rectal. Si on a un doute sur le toucher rectal, on fera une échographie. Si on a un doute sur l'échographie, on fera une IRM, vous savez, l'imagerie en résonance magnétique, qui est un examen tout à fait banal. Et tous ces examens, les uns derrière les autres, tranquillement, en prenant son temps, vont nous permettre de faire la différence. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'urgence. C'est ça qui me semble important de vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'urgence, donc on peut prendre son temps. D'accord. Mais moi, j'ai lu quand même que depuis les années 2000, il y aurait eu 100 000 ablations au total de la prostate, tout en sachant que ces opérations ne sont pas sans conséquences. Or, il y a des mauvais diagnostics également. Est-ce qu'il n'y a pas un surtraitement, il y a une surprescription des ablations de la prostate? Alors, il y a même eu des scandales, Laurent. Il y a au moins un urologue qui a été inquiété parce qu'il avait opéré un paquet de prostate pour rien. Là, pour le coup, c'était vraiment pour rien. En fait, si vous voulez, le cancer fait peur. Donc, quelquefois, c'est un peu plus facile de forcer la main en disant, bah, écoutez, voilà, il est probable que vous ayez un cancer, on va vous retirer la prostate. C'était vrai il y a quelques années, jusqu'à quelques temps, ça l'est moins maintenant. Et moi maintenant pour différentes raisons. D'abord, l'opération radicale de la prostate, qu'on appelle une prostatectomie totale, donc on retire entièrement la prostate. Cette opération-là n'est pas neutre. Elle amène à des effets secondaires, beaucoup d'incontinence urinaire, mais quelquefois aussi une incontinence au niveau anal, fécal, des troubles sexuels très nombreux, baisse de libido, difficulté d'érection, etc. C'est très marquant sur le plan de la masculinité. Donc aujourd'hui, il y a fort heureusement beaucoup moins d'opérations radicales, mais il y en a encore probablement de trop. Pourquoi? Parce que, un, c'est un cancer d'évolution lente, donc on a le temps, on n'est pas obligé d'opérer en urgence. Deux, les indications d'opération radicale sont devenues extrêmement peu fréquentes, avec des critères qui sont extrêmement rigoureux. Donc, on devrait très peu opérer d'une opération radicale de la prostate. Et puis, on a, et ça on le verra, diverses autres possibilités de traiter une prostate sans être obligé de l'opérer. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, opérer une prostate devrait être quelque chose d'exceptionnel. Très bien. Alors Antoine, en préparant cette conférence, vous m'avez dit aussi qu'il y avait de nouveaux traitements classiques contre les problèmes de prostate. Vous pouvez nous en toucher un mot? Oui, bien sûr, c'est extrêmement intéressant parce que, si vous voulez, c'est vrai que je vous ai dit, on a opéré beaucoup trop de prostate et aujourd'hui, énormément d'équipes s'intéressent à des techniques beaucoup plus récentes et qui sont bien moins agressives. Par exemple, on peut traiter par le froid. On met des petites aiguilles dans la prostate, on injecte un liquide refroidissant extrêmement à très basse température et en fait, ça va je veux dire, entre guillemets, carboniser localement les cellules prostatiques et du coup, ça permet de faire un traitement local. On peut traiter par le chaud.
aussi avec des micro-ondes, on peut traiter par laser, ce qui est extrêmement intéressant. Mais il y a une technique encore plus récente qui s'appelle l'embolisation, c'est-à-dire qu'on met, dans les petits vaisseaux qui irriguent la prostate des petites billes qui bougent ces vaisseaux et du coup on empêche ces cellules cancéreuses de se nourrir et ça permet de traiter localement. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ça permet aussi d'injecter localement un petit peu de chimiothérapie, c'est que c'est un double effet. Donc vous voyez qu'il y a des techniques récentes, tout à fait modernes, tout à fait intéressantes. Il ne faut pas hésiter à en parler quand vous consultez votre urologue, de dire voilà, ok, vous me proposez éventuellement de m'opérer, mais je sais qu'il y a d'autres techniques, est-ce que vous pouvez m'en parler? Est-ce que ça ne serait pas une alternative? Et comme ça, on introduit une discussion qui permet d'aller plus loin. Ouais, c'est très intéressant. Je pense que ces conseils vont permettre à nos lecteurs d'être mieux informés lorsqu'ils seront en face de leur médecin. Alors avant d'aller plus loin, avant d'aborder notamment les différentes techniques naturelles qui permettent de se protéger contre les problèmes de prostate, on va lancer une petite vidéo qui va permettre de récapituler finalement simplement tout ce qu'on s'est dit jusqu'ici. Vers 50 ans, il arrive que la prostate gonfle exagérément. Ce gonflement entraîne des troubles urinaires très handicapants, comme des envies pressantes et une difficulté à uriner. Il existe certains traitements médicamenteux, comme les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase et les alpha-bloquants, qui freinent l'augmentation de la taille de la prostate et fluidifient le passage de l'urine. Il est aussi possible de diminuer la taille de la prostate par résection chirurgicale. En cas de cancer, la prostate est intégralement retirée, c'est l'ablation totale. Mais ces opérations ne sont pas sans limite. Des troubles urinaires peuvent apparaître, comme de l'incontinence. Des troubles sexuels, comme des éjaculations rétrogrades, peuvent également impacter votre vie intime. Certains hommes verraient même la taille de leur pénis diminuer et seraient victimes de dysfonctionnements érectiles. Alors Antoine, maintenant on va parler des solutions pour se protéger des problèmes de prostate, pour se protéger de façon naturelle, avec des techniques finalement de mode de vie en réalité. Vous dites que l'exercice physique, l'activité physique, peut-être le sport, vous allez me dire un peu plus, permettent soit de prévenir, soit de ralentir l'adénome. Est-ce que ça peut aussi agir en prévention du cancer? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet de l'exercice? Alors, ça, c'est un point qui est extrêmement intéressant. Parce que, en fait, l'exercice physique joue pratiquement sur tous les points. On a vu que ça soit pour l'adénome, c'est-à-dire le gonflement de la prostate, ou que ce soit pour le cancer, vous avez la fameuse dihydrotestostérone qui est un élément, je dirais, dont tout le monde dispose, puisque c'est une hormone que tous les hommes ont, et qui est une hormone qui fait gonfler, on va dire, les cellules de la prostate. Et puis, vous avez tous les facteurs à côté, l'inflammation, le stress, etc. L'activité physique, il y a de nombreuses études qui l'ont montré, agit à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que ça permet, et ça l'a montré, une activité physique régulière diminue d'une façon importante et l'adénome. On est à plus de 30%, c'est énorme. Et l'apparition du cancer, puisqu'on sait que l'activité physique est un des axes de prévention du cancer. Maintenant, il y a de nombreuses études qui l'ont montré. Donc, vous voyez que c'est indispensable. Moi, je pense que l'activité physique, c'est quelque chose qui est incontournable. Simple, marcher 3 fois une demi-heure par semaine, qui ne peut pas le faire? Faire un peu de vélo. Après, on peut aller jusqu'à faire du sport, si vous voulez, mais sans aller jusqu'à faire du sport, c'est-à-dire du football. Mais pour la prostate, il y a une activité... Pardon, je vous ai coupé. Pour la prostate, il y a une activité qui marche mieux que les autres ou pas? C'est la marche? Pour tout, y compris pour la prostate, donc là on va être très large, pour tout, y compris pour la prostate, ce qui fonctionne le mieux, c'est l'activité physique à rythme tranquille, mais régulier, à raison de, au minimum, une demi-heure, 3 fois par semaine. Voilà. Donc c'est simple, mais ça peut être marcher, ça peut être faire du vélo. On dit le vélo pour la prostate, si on fait du vélo à raison de 300 ou 400 km par semaine, il y a très peu d'entre nous qui font 300 ou 400 km par semaine de vélo, voire plus. Donc si on fait du vélo, tranquillement, de la marche, du footing, voilà. Après, on peut faire des activités physiques, du tennis, du ski de fond, etc. Tout est bon. À partir du moment où on a une activité physique régulière, on va réduire son stress. On va diminuer l'inflammation, on va équilibrer l'organisme, on va diminuer la quantité
de testostérone parce qu'elle va être utilisée par l'activité physique. Donc, vous voyez que ça n'a que des bénéfices. Mais ce qui est intéressant dans cette activité physique, c'est qu'il faut quand même considérer comme préventive. Elle est préventive, c'est-à-dire que si on la commence tôt, à partir de 20 ans, hein, ou même avant, et qu'on la fait régulièrement, on va avoir un effet préventif, mais on a aussi une activité, je dirais, thérapeutique, parce que si votre prostate commence à grossir, le fait d'avoir une activité physique régulière va permettre de freiner l'évolution. Vous voyez que c'est extrêmement intéressant. Voilà. Et l'activité physique, c'est un point, mais on va le voir ensemble aussi. Il faut que ça soit corrélé avec une alimentation saine. Oui, et avant d'arriver à l'alimentation, je voudrais qu'on parle du périnée, parce que c'est important aussi d'exercer son périnée. Vous pouvez nous en parler? Le périnée, c'est important, surtout si on y touche. C'est-à-dire que si on touche à l'intégrité physique du petit bassin. Et Donc là, en cas d'opération? Voilà. Et là, je pense essentiellement à si je dois me faire opérer. Si je dois me faire opérer, il faut faire un travail de renforcement du périnée avant l'opération, très important, avant l'opération. Ouais. On s'entretient, enfin, on s'entraîne avec un kiné au départ spécialisé en kinésithérapie urinaire. Et puis, une fois qu'on a mis en route les exercices, on les fait tous les jours. Et puis, donc, avant et après. Et bien sûr, après, parce qu'il y a même des études qui ont montré qu'un mauvais périnée, c'est un périnée trop laxe. Le périnée, c'est une sorte de hamac qui soutient tout le petit bassin. Et si on a un périnée qui est trop laxe, on a une diminution de notre capacité sexuelle et notamment une diminution de la capacité d'érection. C'est assez étonnant. Et donc, un bon périnée va avoir un intérêt énorme, surtout si on se opère. D'accord. Et donc, on travaille son périnée avant ou après une ablation totale et également en cas de résection? On travaille son périnée, et je le répète, mais on travaille son périnée dès qu'on touche au petit bassin. Que ce soit une ablation totale, que ce soit une résection endoscopique, dès qu'on touche au bassin, il faut avoir un périnée parce que ça va conditionner la récupération après. Donc, dès qu'on touche au bassin, quoi qu'on fasse, il faut avoir un périnée en bon état. Mais on sait aussi que chez les hommes de plus de 50, 60 ans, voire 70 ans, qui ont une activité sexuelle qui continue de façon tout à fait normale, eh ben, avoir un bon périnée va améliorer leur fonction sexuelle, notamment l'érection. Donc, avoir un bon périnée, c'est bon tout le temps. Très bien. Alors, on va parler maintenant de nutrition, si vous voulez bien, Antoine. Il existe un pays, le Japon, en fait, où il existe 4 super nutriments qui sont à l'origine d'un phénomène assez particulier. Les urologues japonais appellent ces nutriments les 4 subarashi. On va les nommer. Je vais vous laisser d'ailleurs le privilège de les nommer juste après. Il faut savoir que ces 4 super aliments font partie intégrante du régime alimentaire des Japonais et que là-bas, les hommes, même les plus âgés, ont 5 fois moins de problèmes de prostate que nous, occidentaux, et que nous, Français en particulier. Alors, si ça vous va, Antoine, je vais vous laisser de nous parler de ces 4 subarashi. Et puis, si vous pouvez déjà nous donner quelques informations sur leurs vertus, ça serait formidable. Oui, Laurent, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces 4 super aliments, comme vous les nommez, qui sont la courge, le soja, l'ail et le thé vert, ces 4 super aliments, en fait, sont utilisés conjointement au Japon, et ils ont raison, et je vais vous dire pourquoi, mais sont aussi de plus en plus utilisés chez nous, et notamment dans le cadre des compléments alimentaires. On pourrait les mettre dans l'alimentation, bien entendu, les graines de courge, c'est assez simple, et ça on pourra en reparler, le soja, l'ail et le thé vert, c'est des choses qu'on peut mettre très facilement dans notre alimentation. Alors pourquoi c'est efficace? Tout simplement parce que ça contient d'une façon importante des éléments qui vont jouer surtout pour la courge, l'ail et le thé vert, sur l'inflammation et l'oxydation des cellules. Vous savez, une cellule, quand elle fonctionne mal, elle surconsomme de l'oxygène pour mieux fonctionner, pour avoir de l'énergie, et elle va s'oxyder. S'oxyder, c'est-à-dire que, en fait, elle va se vieillir prématurément et s'enflammer beaucoup plus facilement. Or, une cellule qui s'enflamme grossit. Et donc, à partir du moment où vous avez une inflammation chronique de vos cellules de la prostate, elles vont grossir.
D'accord? Et ça, c'est amplifié par la fameuse dihydrotestostérone. C'est une espèce de cercle vicieux qui fait que vos cellules vont augmenter. Donc, la courge, l'ail et le thé vert contiennent, entre autres, des polyphénols, mais il y en a aussi dans le vin rouge, qui est quand même fait partie des paradoxes français. Polyphénols, des antioxydants, voyez, et des composés soufrés anti-inflammatoires extrêmement intéressants pour ce qui est de l'inflammation de vos cellules. Donc, vous voyez que c'est quasiment incontournable. Je veux dire, si on veut avoir une bonne prostate, il faut très tôt, à partir de 30-40 ans, manger régulièrement des graines de courge. Ça, c'est facile, à l'apéro. Ça remplace largement les chips grasses, salées et qui font grossir. De l'ail, on peut en mettre régulièrement. On parle de l'ail, mais c'est plutôt les aliacées, c'est-à-dire que ça peut être de l'ail, mais ça pourrait être de l'échalote, de l'oignon, qui fonctionne aussi bien, et surtout le thé vert, qui est un antioxydant absolument extraordinaire. Le soja, je le mets un petit peu à part parce que le soja, il a une particularité en plus des autres, c'est qu'il va précipiter, si vous voulez, la mort cellulaire des cellules cancéreuses. Vous savez qu'on est tous porteurs de cancer. On a des cellules cancéreuses dans le corps, Oui. voilà, pas forcément plus dans la prostate qu'ailleurs, encore que il faut faire très attention si on est un fumeur chronique, mais on est porteur de cellules. Et le soja, il a cette particularité de favoriser ce qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire la mort naturelle d'une cellule. Une cellule cancéreuse, elle est très hyperactive. On va la comparer à quelqu'un d'hyperactif. Elle est hyperactive, donc elle est fragile. C'est pour ça qu'on arrive à la soigner avec des rayons ou avec des chimiothérapies. Elle est fragile, mais elle se multiplie à une vitesse énorme. Donc elle est très fragile, elle se multiplie vite. Si on peut favoriser sa mort spontanée, ce que fait le soja, on aura un résultat intéressant. Et là, je vous le rappelle, Laurent, ce qui est très important, c'est de considérer ça comme étant quelque chose de préventif. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'études qui se font pour essayer de voir comment on peut avoir un effet, entre guillemets, je dirais, en complément des traitements classiques du cancer pour les rendre plus performants. Mais aujourd'hui, ce qui me semble vraiment important pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, c'est cette action préventive. D'accord, Antoine. Alors là, on vient de parler de ces 4 aliments japonais. Est-ce que vous connaissez d'autres aliments qui auraient aussi une action intéressante sur la prostate et sur les problèmes liés à la prostate? Alors, on a parlé des aliacées, ça c'est facile à utiliser, mais il y a 2 aliments qui me sont vraiment très intéressants pour ce qui concerne la prostate. D'abord, la tomate. La tomate, on le sait, mais on ne le dit pas assez, la tomate est un excellent traitement, je dirais, anti-adénome de la prostate. Ça contient du lycopène, entre autres, mais on verra plus tard tout ce que contient la tomate. Ça contient du lycopène qui a une action vraiment spécifique sur la cellule de la prostate. Donc ça, c'est vraiment un aliment majeur la tomate, sous toutes ses formes, crue, cuite, en jus, en sauce tomate, tout ce que vous voulez, la tomate. Et puis, le jus de grenade. Un verre de jus de grenade tous les jours, ou au moins 3 ou 4 fois par semaine, a un effet extraordinairement intéressant sur les cellules prostatiques. Ça contient, entre autres, des antioxydants, mais aussi un acide qui s'appelle l'acide éllagique, qui est un acide très intéressant et qui est spécifique. Donc, vous voyez que vous êtes un homme, vous pensez que votre prostate peut vous gêner, ou elle commence tout juste à vous gêner, parce que c'est là où il faut agir, eh bien, vous pouvez prendre les super aliments japonais, mais aussi de la tomate ou du jus de grenade. Très bien, donc là vous nous parlez en fait de prévention, donc pour les quarantenaires, les cinquantenaires. Est-ce qu'au-delà de cet âge-là, ces aliments, la grenade, la tomate, ça agit, c'est intéressant? Quoi qu'il arrive, Laurent, quoi qu'il arrive, l'effet d'oxydation et d'inflammation des cellules, c'est vraiment toxique pour la prostate. Pas que, mais surtout pour la prostate. Donc, quoi qu'il arrive, tout ce que je vous ai dit là est valable pour tout le monde. Pourquoi? Parce que même s'il y a un traitement qui a été mis en place, même si ce traitement n'est pas complètement efficace, vous trouverez de l'efficacité avec ces légumes et ces fruits-là. Pourquoi? Parce que ça va agir sur la composante oxydation et inflammation de vos cellules. Donc, elles vont dégonfler. Antoine, votre particularité, parmi bien d'autres, c'est que vous êtes un expert en homéopathie. Alors, on va peut-être prendre des risques parce que l'homéopathie est décriée. Mais vous, comment vous utiliseriez l'homéopathie
si vous aviez des problèmes de prostate ou si vous vouliez peut-être prévenir ces problèmes de prostate. Laurent, déjà, on ne prend pas beaucoup de risques parce que moi, j'ai plus de 36 ans maintenant d'expérience de médecine générale avec l'homéopathie. Je peux vous dire que si ça ne fonctionnait pas, il y a bien longtemps que j'aurais abandonné cette thérapie. On ne prend pas beaucoup de risques parce que c'est vrai que l'homéopathie donne des résultats intéressants. Notamment, ça donne des résultats très intéressants dans les problèmes urinaires, les blocages urinaires, les envies fréquentes d'uriner. En plus, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que vous savez que l'homéopathie, c'est une thérapeutique globale. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur les symptômes, ce qu'on appelle le somatique, les symptômes, et sur le mental, c'est-à-dire tout ce qui est émotionnel. Or, on sait que le mental joue un rôle très important dans tout ce qui est des problèmes de la prostate et de la vessie. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une envie pressante d'uriner, ça peut être lié à la prostate, mais ça peut être lié au stress aussi. Or, on a des traitements sur le plan de l'homéopathie. Je pense à un médicament comme Gelsemium, par exemple. Gelsemium, c'est un médicament d'anxiété, vous savez, le TRAC. Combien vous avez de personnes qui, quand ils vont passer un examen, faire le permis de conduire, ou quand ils vont accompagner leur femme à la maternité pour l'accouchement, vont aller aux toilettes 2, 3, 4, 5, 6 fois, alors que ce n'est pas forcément un problème de prostate, c'est juste un problème de stress qui fait que la vessie devient hyperactive. Donc vous voyez que c'est très intéressant aussi de voir ça sous l'angle de l'homéopathie parce qu'on aurait trop tendance à penser qu'une prostate, c'est juste une petite glande, je vous rappelle, qui démarre en gros comme une châtaigne et qui finit comme une orange. On aurait trop tendance à penser que c'est juste une petite glande qui est isolée et qui est nulle part, alors qu'en fait, c'est une petite glande qui est dans une personne. Et que cette personne, elle est aussi soumise, on l'a vu ensemble, à son hygiène de vie, à son alimentation, à ses stress, à ses émotions, et que c'est tout l'intérêt d'un traitement, je dirais, global, de prendre en charge tout ça. Très bien, alors dernier sujet qu'on devait aborder ce soir, celui de la sexualité, parce que la prostate, c'est un organe sexuel. Certains hommes n'ont plus de vie sexuelle après une ablation. D'autres ont des difficultés, connaissent des difficultés dans leur vie intime après des traitements médicamenteux, par exemple. Que faire? Que proposer à ces hommes-là, Antoine? Alors, je vais vous surprendre, Laurent. Je vais vous surprendre, mais je vais vous parler de sexualité avant. Il y a une étude très intéressante, une étude canadienne, qui a montré que quand vous avez une vie sexuelle régulière, et eux, ils ont montré dans leur étude que c'était à raison de 2 à 3, voire 4 relations sexuelles par semaine, donc c'est déjà très, très régulier, vous diminuez de 30 à 40% le risque d'avoir une grosse prostate. Donc ça veut dire que l'activité sexuelle est en lien direct avec la vie de la prostate, si je puis dire. Ce qui est assez logique, puisqu'en fait la prostate intervient directement dans cette vie sexuelle du fait de l'éjaculation. Donc ils sont même allés plus loin, puisqu'ils ont montré que pour ceux qui n'auraient pas de compagne, la masturbation donnait les mêmes résultats. Donc vous voyez qu'il y a un lien direct entre la prostate et la vie sexuelle. Là, vous me posez la question d'une ablation ou d'une résection. En tout cas, on a touché à la prostate d'une certaine façon, ou on l'a retirée, et que derrière, effectivement, il peut y avoir des gros problèmes, des grosses problématiques de vie sexuelle. Alors, on reprend. Déjà, on a vu que dès qu'on touche au périnée, dès qu'on touche au petit bassin, on envisage avant et après l'intervention une rééducation du périnée sévère, bien faite, importante pour avoir un périnée en bon état, puisque ce périnée va jouer aussi un rôle d'une façon importante dans l'érection. Juste 2 mots, Laurent, c'est logique, puisqu'en fait, c'est quoi une érection? C'est du sang qui rentre au niveau du pénis, qui est bloqué ensuite, donc du coup, il est bloqué, donc il va faire gonfler ce qu'on appelle les corps caverneux, c'est-à-dire une sorte d'éponges qui sont dans le pénis, et comme on bloque à la sortie, ça reste gonflé. Bon, c'est tout simple, c'est comme si on mettait une pompe, on gonflait. C'est sûr que si on a un bon périnée, on maintiendra mieux le blocage à la sortie et du coup on maintiendra mieux l'érection. Vous voyez que c'est hyper important, surtout si on touche au petit bassin, d'avoir un périnée en bon état, c'est-à-dire que le hamac soit vraiment très, très ferme et que les muscles du périnée soient en bon état. Et puis il y a un deuxième point, c'est qu'on touche à l'intimité sexuelle de l'homme. La prostate, c'est quelque chose d'important. Vous savez, c'est comme quand on opère, on fait une hystérectomie, c'est-à-dire on retire
l'utérus chez une femme. L'utérus, ça paraît comme ça, juste un petit muscle, hein, mais non, c'est extrêmement important. C'est dans l'intimité sexuelle de l'homme, la prostate. Donc, moi, il me paraît indispensable que dans les suites d'une intervention, on se fasse prendre en charge en psychothérapie pour en parler et pour désamorcer tout l'aspect, je dirais, psychologique qui va aussi avoir une incidence sur la vie sexuelle. Je peux plus, je me sens plus capable, je me sens plus un vrai homme, etc. Qui sont des choses très importantes dont il faut parler. Très bien. Merci beaucoup Antoine, merci infiniment pour toutes ces précisions. C'était très riche, très intéressant. J'espère que nos lecteurs auront trouvé un certain nombre de réponses à leurs questions. Merci encore et à très bientôt Antoine. Au revoir. Merci Laurent, au revoir à tous et à toutes.